Quand Madame d'Erigny s'éveilla, elle se trouva seule. Les enfants dormaient encore, et son mari n'y était pas. N'ayant pour tout ustensile de toilette qu'un seau d'eau, elle s'arrangea de son mieux, cherchant à écarter les pensées pénibles de la veille et à mettre toute sa confiance dans l'intelligence et le bon vouloir de l'excellent d'Erigny. Effectivement, quand il revint de sa tournée avec le général, il apporta à sa femme une foule d'objets utiles et nécessaires qu'il avait su demander et obtenir. « Comment as-tu fait pour avoir tout ça » demanda Madame d'Erigny émerveillée. d'Erigny. J'ai fait des signes, ils m'ont compris. Ils sont intelligents tout de même, et ils paraissent braves gens. Quand les enfants s'éveillèrent, leur déjeuner était prêt. Ils y firent honneur et furent enchantés des améliorations de leur mobilier. Quelques semaines se passèrent ainsi. Jacques et Paul commençaient à apprendre le russe et même à dire quelques mots. Les enfants des domestiques les suivaient partout et les regardaient avec curiosité. Un jour Jacques et Paul parurent en habit russe. Ce furent des cris de joie. Ils s'appelaient tous pour les regarder. Mishka, Vaska, Petrouska, Anouchka, Stepan, Machineka, Sonushka, Katinka, Anicia. Tous accoururent et entourèrent Jacques et Paul en donnant des signes de satisfaction. À la grande surprise de Paul, ils vinrent l'un après l'autre leur baiser la main. Les petits Français, protégés et grandis par la faveur du général, leur semblaient des êtres supérieurs, et ils éprouvaient de la reconnaissance de l'abandon de l'habit français pour le caftan national russe. Paul. Pourquoi donc nous baissent-ils les mains? Jacques. Pour nous remercier d'être habillés comme eux et d'avoir l'air de nous faire russes. Paul. Mais je ne veux pas être russe, moi. Je veux être français comme papa, maman, tante Elfie et mon ami Moutier. Jacques. Sois tranquille, tu resteras français. Avec nos habits russes, nous avons l'air d'être russes, mais seulement l'air. Paul. Bon. Sans quoi j'aurais remis ma veste ou ma blouse de Lumini. Pendant qu'il parlait, un grand mouvement se faisait dans la cour. Un courrier à cheval venait d'arriver. Les domestiques s'empressèrent autour de lui, les petits Russes se débandèrent et coururent savoir des nouvelles. Jacques et Paul les suivirent et comprirent que ce courrier précédait d'une heure Madame Papovski, nièce du général comte d'Ourakine. Elle venait passer quelque temps chez son oncle avec ses 8 enfants. On alla prévenir le général, qui parut assez contrarié de cette visite. Il appela d'Erigny. « Allez, mon ami, avec Vassili, pour arranger des chambres à tout ce monde. 8 enfants. Si ça a du bon sens de m'amener cette marmaille. Que veut-elle que je fasse de ces 8 polissons? Des brise-tout, des criards. Sac à papier. J'étais tranquille, ici, je commençais à m'habituer à tout ce qui y manque. Vous, votre femme et vos enfants me suffisiez grandement, et voilà cette invasion de sauvages qui vient me troubler et m'ennuyer. Mais il faut les recevoir, puisqu'ils arrivent. Allez, mon ami, allez vite tout préparer. d'Erigny. Mon général, oserais-je vous demander de vouloir bien venir? M'indiquer les chambres que vous désirez leur voir occupées? Le général. Ça m'est égal. Mettez-les où vous voudrez. La première porte qui vous tombera sous la main. d'Erigny. Pardon, mon général. Cette dame est votre nièce, et à ce titre elle a droit à mon respect. Je serais désolé de ne pas lui donner les meilleurs appartements. Ce qui pourrait bien arriver, puisque je connais encore imparfaitement les chambres du château. Le général. Allons, puisque vous le voulez, je vous accompagne. Marchez en avant pour ouvrir les portes. Vassili suivait, fort étonné de la condescendance du comte, qui daignait visiter lui-même les chambres de la maison. On arriva devant une porte, d'Erigny ouvrit, malgré la vive opposition de Vassili, que le général fit taire par quelques mots énergiques. Le général entra, fit quelques pas dans la chambre, regarda autour de lui d'un œil étincelant de colère, et se tournant vers Vassili. « Tu ne voulais pas me laisser entrer, animal, parce que tu voulais me cacher que toi et les tiens vous êtes des voleurs, des gredins. Que sont devenus tous les meubles de ces chambres? Où sont les rideaux? Pourquoi les murs sont-ils tachés comme si l'on y avait logé un régiment de Cosaques? Pourquoi les parquets sont-ils coupés, percés, comme si l'on y avait établi une bande de charpentiers? Vassili. Votre Excellence sait bien que le froid, l'humidité, le soleil. Le général emporte les meubles, arrache les rideaux, graisse les murs, coupe les parquets. Ah, coquin, tu te moques de moi, je crois. Ah, tu me prends pour un imbécile? Attends, je vais te faire voir que je comprends et que j'ai plus d'esprit que tu ne penses. d'Erigny, ajouta le général en se retournant vers lui, allez dire qu'on donne 100 coups de bâton à ce coquin, ce voleur, qui a osé enlever mes meubles, habiter mes chambres avec sa bande de brigands domestiques et qui ose mentir avec une impudence digne de sa scélératesse. d'Erigny. Pardon, mon général, si je ne vous obéis pas tout de suite, mais nous avons besoin de Vassili pour préparer des chambres. Madame Papovski va arriver et nous n'avons rien de prêt. Le général. Vous avez raison, mon ami. Mais, quand tout sera prêt, menez-le à l'intendant en chef, auquel vous recommanderez de lui donner 100 coups de bâton bien appliqués. Oui, mon général, je n'y manquerai pas.
répliqua Derigny bien résolu à n'en pas dire un mot et à tâcher de faire révoquer l'arrêt. Si vous voulez bien m'envoyer du monde, mon général, dans une demi-heure ce sera fait. Le général se tourna vers Vassili. Va chercher tous les domestiques, amène-les tout de suite aux Français, et ayez bien soin d'exécuter ces ordres en attendant les 100 coups de bâton que j'ai chargé Derigny de te faire administrer, voleur, coquin, animal. Ils commencèrent le transport des meubles. En moins d'une demi-heure tout était prêt. Les rideaux étaient aux fenêtres, les lits faits, les cuvettes, les verres, les cruches en place. C'était fini, et Madame Papovski n'arrivait pas. Le général allait et venait, admirait l'activité, l'intelligence de Derigny et de sa femme, qui avaient réussi à donner à cet appartement un air propre, presque élégant, et à le rendre fort commode et d'un aspect agréable. On avait assigné 2 chambres aux enfants et aux bonnes. Des canapés devaient leur servir de lit. Madame Papovski devait avoir un bon et large lit, que Derigny avait fabriqué pour sa femme avec l'aide d'un menuisier. Matelas, oreillers, traversins, couvertures, tout avait été composé et exécuté par Derigny et sa femme, Jacques et Paulédan. Quand le général vit ce lit, « Qu'est-ce » dit-il. « Où a-t-on trouvé ça ? C'est à la française, 100 fois mieux que le mien. Qui est-ce qui a fait ça ? Un domestique. Les Français, votre Excellence. Ils se sont fait des lits pour chacun d'eux. Le général. Comment, Derigny, c'est vous qui avez fabriqué tout ça. Mais, mon cher, c'est superbe, c'est charmant. Je vais être jaloux de ma nièce, en vérité. Derigny. Mon général, si vous en désirez un, ce sera bientôt fait, en nous y mettant ma femme et moi. Et, travaillant pour vous, mon général, nous le ferons bien meilleur et bien plus beau. Le général. J'accepte, mon ami, j'accepte avec plaisir. On vous donnera tout ce que vous voudrez et l'on vous aidera autant que vous voudrez. Mais, que diantre arrive-t-il donc à ma nièce ? Le courrier est ici depuis plus d'1 heure. Il y a longtemps qu'elle devrait être arrivée. Nikita, fais monter à cheval un des forêtés, postillons, qu'il aille au-devant pour savoir ce qui est arrivé. Nikita partit comme un éclair. Le général continua son inspection et fut de plus en plus satisfait des inventions de Derigny qui avait dévalisé son propre appartement au profit de Madame Papovski. Le général finissait la revue des appartements quand on entendit des cris et des vociférations qui venaient de la cour. Le général. Qu'est-ce que c'est ? Derigny, vous qui êtes leste, courez voir ce qu'il y a, mon ami. Quelque malheur arrivé à ma nièce ou à ses marmots probablement. Je vous suivrai d'un pas moins accéléré. Derigny partit. Les domestiques russes étaient déjà disparus. On entendait leurs cris se joindre à ceux de leurs camarades. Le général pressait le pas autant que le lui permettaient ses nombreuses blessures, son embonpoint excessif et son âge avancé. Mais le château était grand, la distance longue à parcourir. Personne ne revenait. Le général commençait à souffler, à s'irriter, quand Derigny parut. « Ne vous alarmez pas, mon général, rien de grave. C'est la voiture de Madame Papovski qui vient d'arriver au grand galop des 6 chevaux, mais personne dedans. Le général. Et vous appelez ça rien de grave ? Que vous faut-il de mieux ? Ils sont tous tués, c'est évident. Derigny. Pardon, mon général. La voiture n'est pas brisée. Rien n'indique un accident. Le courrier pense qu'ils seront tous descendus et que les chevaux sont partis avant qu'on ait pu les retenir. Le général. Le courrier est un imbécile. Amenez-le-moi, que je lui parle. Pendant que le général continuait à se diriger vers le perron et la cour, Derigny alla à la recherche du courrier. Tout le monde était groupé autour de la voiture, et personne ne répondait à l'appel de Derigny. Il parvint enfin jusqu'à la portière ouverte, près de laquelle se tenait le courrier. Et vit avec surprise un enfant de 3 ou 4 ans étendu tout de son long sur une des banquettes et dormant profondément. Il se retira immédiatement pour rendre compte au général de ce nouvel incident. « Que le diable m'emporte si j'y comprends quelque chose !» dit le général s'approchant de la voiture, écarta la foule à coups de canne, pas très fortement appliquée, mais suffisant pour les tenir tous hors de sa portée. Les gamins s'enfuirent à une distance considérable. C'est vrai, voilà un petit bonhomme qui dort paisiblement. Derigny, mon cher, je crois que le courrier a raison. On aura laissé l'enfant dans la voiture parce qu'il dormait. Ma nièce est sur la route avec les 7 enfants et les femmes. Rassuré sur le sort de sa nièce, il se mit à rire de bon cœur de la figure qu'elle devait faire, à pied, sur la grande route avec ses enfants et ses gens. Un lourd fourgon apparut au tournant de l'avenue, tellement chargé de monde que les chevaux ne pouvaient avancer qu'au pas. Le siège, l'impériale, les marchepieds étaient garnis d'hommes, de femmes, d'enfants. Le général regardait ébahi, devinant que ce fourgon contenait, outre sa charge accoutumée, tous les voyageurs de la berline. Le général. Sac à papier. Voilà un tour de force. C'est plein à ne pas y passer une souris. Ils se sont tous fourrés dans le fourgon des domestiques. Ha ha ha. Quelle entrée. Les pauvres chevaux crèveront avant d'arriver. En voilà un qui bute.
La tête de ma nièce qui paraît à une lucarne. Sac à papier. Comme elle crie. Et le général se frottait les mains comme il en avait l'habitude quand il était très satisfait, et il riait aux éclats. Il voulut rester sur le perron pour voir se vider cette arche de Noé. Le fourgon arriva et arrêta devant le perron. Madame Papovski ne voyait pas son oncle. Elle poussa à droite, à gauche, tout ce qui lui faisait obstacle, descendit du fourgon avec l'aide de son courrier. À peine fut-elle à terre qu'elle appliqua 2 vigoureux soufflets sur les joues rouges et suantes de l'infortuné. « Imbécile, je t'apprendrai à me planter là, à courir en avant sans tourner la tête pour me porter secours. Je prierai mon oncle de te faire donner 100 coups de bâton. » Le courrier. « Veuillez m'excuser, Maria Petrovna, j'ai couru en avant d'après votre ordre. Vous m'aviez commandé de courir sans m'arrêter, aussi vite que mon cheval pouvait me porter. » Madame Papovski. « Imbécile, tu vas voir ce que mon oncle va faire. Il te fera mettre en pièces. » Le général, riant. « Pas du tout, mais pas du tout, ma nièce. Je ne ferai ni ne dirai rien, car je vois ce qui en est. Non, je me trompe. Je dis et j'ordonne qu'on emmène le courrier dans la cuisine, qu'on lui donne un bon dîner, du kvass et de la bière. » Madame Papovski. « Comment, vous êtes là, mon oncle? Je ne vous voyais pas. Je suis si contente, si heureuse de vous voir, que j'ai perdu la tête. Je ne sais ce que je dis, ce que je fais. J'étais si contrarié d'être en retard. J'avais tant envie de vous embrasser. » Madame Papovski. « Approchez, enfant, venez baiser les mains de votre oncle, de votre bon oncle, qui est si bon, si courageux, si aimé de vous tous. » Et, saisissant ses enfants un à un, elle les poussa vers le général, qu'ils abordaient avec terreur. Le dernier petit, qu'on venait d'éveiller et de sortir de la berline, se mit à crier, à se débattre. « Je ne veux pas, s'écriait-il. Il me battra, il me fouettera, je ne veux pas l'embrasser. » La mère prit l'enfant, lui pinça le bras et lui dit à l'oreille. « Si tu n'embrasses pas ton oncle, je te fouette jusqu'au sang. » Le pauvre petit Ivan retint ses sanglots et tendit au général sa joue baignée de larmes. Son grand-oncle le prit dans ses bras, l'embrassa et lui dit en souriant. « Non, enfant, je ne te battrai pas, je ne te fouetterai pas. Qui est-ce qui t'a dit ça? » Ivani. « C'est maman et Sonushka. »« Vrai, vous ne me fouetterez pas ?» Le général. « Non, mon ami. Au contraire, je te gâterai. »« Ivani. Alors vous empêcherez maman de me fouetter ?» Le général. « Je crois bien. Sois tranquille. » Le général se leva et offrant le bras à sa nièce. « Venez, Maria Petrovna, venez dans votre appartement. C'est arrangé à la française par mon brave Deriny que voici, » ajouta-t-il en le désignant à Madame Papovski, aidé par sa femme et ses enfants, ils ont des idées et ils sont adroits comme le sont tous les Français. C'est une bonne et honnête famille, pour laquelle je demande vos bontés. Madame Papovski. Comment donc, mon oncle, je les aime déjà, puisque vous les aimez. Bonjour, monsieur Deriny, ajouta-t-elle avec un sourire forcé et un regard méfiant, nous serons bons amis, n'est-ce pas? Deriny salua respectueusement sans répondre. Expliquez-moi comment vous avez laissé échapper votre voiture, et pourquoi vous vous êtes entassé dans votre fourgon comme une troupe de comédiens. Les yeux de Madame Papovski s'allumèrent, mais elle se contint et répondit en riant. N'est-ce pas, mon cher oncle, que c'était ridicule? Vous avez dû rire en nous voyant arriver. Le général. Ah! Je crois bien que j'ai ri, j'en ris encore et j'en rirai toujours, surtout de votre colère contre le pauvre courrier qui a reçu ces 2 soufflets d'un air si étonné, c'est qu'ils étaient donnés de main de maître, on voit que vous en avez l'habitude. Madame Papovski. Que voulez-vous, mon oncle, il faut bien, 8 enfants, une masse de bonnes, de domestiques. Que peut faire une pauvre femme séparée d'un mari qui l'abandonne, sans protection, sans fortune? Je suis bien heureuse de vous avoir, mon oncle, vous m'aiderez à arranger. Vous n'avez pas répondu à ma question, ma nièce, interrompit le général avec froideur. Pourquoi votre voiture est-elle arrivée avant vous? Madame Papovski. Pardon, mon bon oncle, pardon. Je suis si heureuse de vous voir, de vous entendre, que j'oublie tout. Nous étions tous descendus pour nous reposer et marcher un peu, car nous étions 10 dans la voiture. J'avais fait descendre Savélie le cocher et Dmitri le postillon. Mon second fils, Yegor, a imaginé de casser une branche dans le bois et de taper les chevaux, qui sont partis ventre à terre. J'ai fait courir Savélie et Dmitri tant qu'ils ont pu se tenir sur leurs jambes. Impossible de rattraper ces maudits chevaux. Alors j'ai seulement fouetté Yegor, et puis nous nous sommes tous entassés avec les enfants et les bonnes dans le fourgon des domestiques, et nous avons été longtemps en route, parce que les chevaux avaient de la peine à tirer. J'ai fait pousser à la roue par les domestiques pour aller plus vite, mais ces imbéciles se fatiguaient quand les chevaux avaient galopé 10 minutes, et ils tombaient sur la route. Il y en a même un qui est resté quelque part sur le chemin.
Il reviendra plus tard. Le général, se retournant vers ses domestiques, donna des ordres pour qu'on allât au plus vite, avec une charrette à la recherche de ce pauvre garçon. Madame Popovsky. Ah, mon cher oncle, comme vous êtes bon, vous êtes admirable. Le général, quittant le bras de sa nièce. Assez, Maria Petrovna. Je n'aime pas les flatteurs et je déteste les flatteries. Voici votre appartement. Entrez, je vous suis. Madame Popovsky rougit, entra et se trouva en face de Madame d'Erigny et des enfants, qui achevaient les derniers embellissements dans la chambre de la nièce du général. Madame d'Erigny salua, Jacques et Paul firent leur petit salut. Madame Popovsky leur jeta un regard hautain, fit une légère inclinaison de tête et passa. Le général, mécontent du froid accueil fait à ses favoris, fit un demi-tour, se dirigea, sans prononcer un seul mot, vers la porte de la chambre, après avoir fait à Madame d'Erigny et à ses deux enfants signe de le suivre, et sortit en fermant la porte après lui. Il retrouva dans le corridor les 8 enfants de Madame Popovsky, rangés contre le mur. Le général. Que faites-vous donc là, enfant? Sonushka. Mon oncle, nous attendons que maman nous permette d'entrer. Le général. Comment? Vous ne pouvez pas entrer sans permission? Mitineka. Non. Mon oncle, maman serait en colère. Le général. Que fait-elle quand elle est en colère? Yegor. Elle nous bat, elle nous tire les cheveux. Le général. Attendez, mes amis, je vais vous faire entrer, moi. Suivez-moi et ne craignez rien. Le général avança jusqu'à la porte qui donnait dans l'appartement des enfants et les fit tous entrer. Puis il alla vers la porte qui communiquait à la chambre de sa nièce, l'entr'ouvrit et lui dit à très haute voix. Ma nièce, j'ai amené les enfants dans leur chambre. Je vais leur envoyer les bonnes, et je ferme cette porte pour que vous ne puissiez entrer chez eux qu'en passant par le corridor. Madame Popovsky. Non, mon oncle. Je vous en prie, laissez cette porte ouverte. Il faut que j'aille les voir, les corriger quand j'entends du bruit. Jugez donc, mon oncle, une pauvre femme sans appui, sans fortune. Je suis seul pour les élever. Le général. Ma chère amie, ce sera comme je le dis, sans quoi je ne vous viens en aide d'aucune manière. Et, si pendant votre séjour ici j'apprends que vous avez fouetté, maltraité vos enfants ou vos femmes, je vous en témoignerai mon mécontentement dans mon testament. Madame Popovsky. Mon bon oncle, faites comme vous voudrez. Soyez sûr que je ne. Petit bruit de la clé qui a tourné dans la serrure, qui se trouve fermée. Madame Popovsky, la rage dans le cœur, réfléchit pourtant aux 600 000 roubles de revenus de son oncle, à sa générosité bien connue, à son âge avancé, à sa corpulence, à ses nombreuses blessures. Ses souvenirs la calmèrent, lui rendirent sa bonne humeur, et elle commença sa toilette. On ne lui avait pas interdit de faire enrager ses femmes de chambre. Les 2 qui étaient présentes ne reçurent que sottises et menaces en récompense de leurs efforts pour bien faire. Mais, à leur grande surprise et satisfaction, elles ne reçurent ni soufflets ni égratignures.